Salut JB. Salut Brian. Stéphane m'a dit que je devais aller à ta rencontre pour la découverte d'une bière. Tu es un passionné de bière. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu combien de bières tu as réalisées jusque-là? Je m'appelle JB, je suis cuisinier et oui, j'aime la bière et je voulais en faire à ma sauce, quoi, avec les goûts que j'aime, avec les techniques que j'ai appris pendant le confinement en fait. Et j'en suis à une quinzaine de brassins à peu près, sur des bières toutes différentes les unes des autres. Tu peux nous en présenter quelques-unes que tu as déjà réalisées? J'ai fait une blanche à la framboise qui était excellente. J'ai fait des tests à la cerise qui n'ont pas été très concluants. J'ai fait, après, ma bière préférée, ça reste l'IPA. J'ai fait aussi quelques brassins à la châtaigne. Et voilà, et chaque fois j'apprends un peu plus de chaque brassin. Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne connaîtraient pas IPA, expliquer? IPA, c'est la bière qu'on appelle Indian Pale Ale. C'est les Anglais qui ont créé ça en fait pour la transporter sur la route des Indes. Et du coup, ils étaient obligés de la rendre beaucoup plus riche en houblon pour la conservation. D'accord. Ok, donc c'est vraiment encore une question technique plus que. Mais elle a un goût particulier. Elle a un goût particulier parce qu'elle est beaucoup plus houblonnée que les autres bières. Donc il y a une première amertume, première bouche, il y a une amertume qui ressort, et seconde bouche, il y a tous les parfums fruités du houblon qui viennent en dry hopping derrière pendant la fermentation. Je suis très fan des IPA. Ouais, oui, si tu le fais. Qu'est-ce qui t'a amené? Donc tu dis que tu voulais le faire toi-même. Est-ce qu'il y a des... Alors sans faire de pub, donc si tu en connais plusieurs, est-ce qu'il y a des bières, maintenant que tu les fais toi-même et tu connais aussi des gens qui en font, des bières qui ressemblent à peu près à quelque chose de bon, d'abbaye? Alors le truc, c'est que j'achète plus du tout de bière. Je m'autoproduis. Et il y a les Duvel Citra que j'aime bien. Après, j'en achète très rarement, je goûte pas trop, donc je serais mauvais conseiller là-dessus. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut faire de la bière pour moins de 500 € niveau matériel? Ah oui, largement. Largement? Largement. D'accord. Même en adaptant ses quantités, on peut largement faire avec le premier brassin m'a coûté moins d'une centaine d'euros. En matériel, hein, en matériel, ouais. Ah, en ouais, matériel plus ingrédients. Plus ingrédients. Ouais. D'accord. Pour le premier brassin. D'accord. Et donc ça devient intéressant, le prix au litre aussi quand on le fait. Le prix au litre, ouais. Après, c'est toujours pareil, une IPA sera beaucoup plus chère, reviendra beaucoup plus cher qu'une bière classique. Du coût du houblon. D'accord. Le houblon est l'un des ingrédients qui revient presque le plus cher dans la bière. Tu fais quoi dans la vie? Je suis cuisinier. D'accord, depuis longtemps? Depuis plus d'une vingtaine d'années. D'accord. Donc tu as l'impression quand tu fais une bière que je fais une recette de cuisine. Une recette de cuisine, ouais. Ouais, tu pouvais pas rester sur quelque chose. Tu as déjà fait une bière, ce qu'on appelle une bière normale? Non. 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 J'ai même pas essayé. Ouais. D'accord. Et quand tu es en cuisine, tu es plutôt à faire un bourguignon revisité ou? Ça dépend des jours. J'aime bien les cuisines de grand-mère, j'aime bien tout ça. Mais il y a toujours peut-être une petite note, une identité culinaire qui fait que mon bourguignon sera différent de celui du voisin, quoi. Eh ouais, bien vu. Je précise juste un peu, tu es en centre-ville, ouais. Tu as un petit terrain à l'extérieur aussi pour des fois t'apporter quelques... Ouais, un petit terrain de 5000 m² avec un verger, un potager, et des poules et des pigeons. J'espère qu'on aura le temps de présenter tout ça, mais on va présenter la bière, mais c'est aussi pour montrer aux gens, si vous êtes coincé en ville, de fil en aiguille et surtout par des rencontres, on peut trouver des... Un exutoire. Un exutoire, c'est le cas de oser quitter la ville. C'est quelque chose que je dis assez régulièrement. Et donc, tu as fait un petit atelier de transformation chez toi? Ouais, dans mon grenier. Dans le grenier, ouais. Bon, j'aime pas trop donner des fois ces détails, mais si tu le donnes, pas de souci. On se lance, qu'est-ce qu'on fait? On présente déjà le matériel Ouais, le matériel de base pour faire de la bière. Donc, il va falloir une gamelle avec un brûleur. Il va falloir de quoi concasser le malt. Alors en fait, c'est un vieux moulin à café que j'ai reconverti en broyeur à malt. C'est très rapide. Le seul petit inconvénient que ça a, c'est que ça fait un peu plus de farine qu'un concasseur à malt traditionnel. Mais j'ai une technique pour pallier à tout ça en fait. Si tu veux, on présente tout de suite la technique. D'accord. Bon, mais ce que je fais en fait, c'est que au moment de la filtration, j'utilise 2 bagues comme ça. Et ça fait une double filtration et du coup les farines viennent s'emprisonner entre les 2 sacs. Donc il y a un sac plus fin que l'autre et ça fonctionne très très bien. Et après, avant l'embouteillage, je fais un double cold crash
pour alors excuse-moi, il va falloir que tu nous traduises. Mais c'est-à-dire que je vais figer les levures dans le fond de mon fermenteur par le froid. Une fois qu'elles sont refroidies, en fait, elles sont inactives et elles s'entassent au fond du fermenteur. Et en plus de ça, donc là je vois qu'il y a un seau derrière. Ouais. C'est quoi? C'est pour... Donc c'est le fermenteur, c'est-à-dire qu'une fois que la recette de bière sera terminée, on va la refroidir. Et donc on aura besoin de la laisser reposer pendant 3 semaines à peu près. Dans le temps que les levures consomment le sucre. Donc en fait là il est démonté parce il sort du lavage. Et là-dessus on rajoute donc un robinet qui vient comme ceci. J'ai l'impression que ça ressemble, c'est un peu dans le même genre que les seaux pour les filtres. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et dessus il y a un couvercle qui vient comme ça avec ce qu'on appelle dessus un barboteur qui va servir en fait à évacuer le gaz carbonique et à ne pas laisser rentrer l'air vicié et contaminer la bière. Donc voilà, donc pour commencer, moi je fais des brassins de 24 litres au départ. Donc j'utilise toujours de l'eau de source parce que le meilleur moyen d'avoir une bonne bière, c'est d'avoir une bonne eau. Tu penses que quelqu'un qui collecterait de l'eau pluviale, qui filtrerait de l'eau, ce serait... Tout à fait, ça peut marcher aussi, ouais. Ça peut marcher aussi. Donc là, c'est des bidons de 20 litres, donc pour ma recette, j'utilise 24 litres d'eau. Et en pourcentage, le malt à mettre par rapport au litre? Alors, je fais du 1 pour 3. Mais après, c'est toujours pareil, c'est ma recette. Parce que je me suis rendu compte que pour avoir le degré d'alcool que je voulais, c'est-à-dire dans les 5-6 degrés, je fais donc 24 litres pour 8 kg de malt. Et je rince avec 14 litres d'eau. Mais ça, le rinçage, on en parlera tout à l'heure. C'est encore... Tu m'as dit que tu avais déjà testé l'hydromel? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de l'hydromel, mais j'ai utilisé le même procédé en fait avec du miel. J'ai remplacé le malt par du miel et j'ai fait une boisson gazeuse à base de miel et qui était vraiment pas mal. Après, c'est plus compliqué. Le temps de fermentation est beaucoup plus long. Il ne faut pas utiliser les mêmes levures parce qu'on monte sur des degrés d'alcool un peu supérieurs. Okay. Donc, les levures ne digèrent pas les mêmes taux d'alcool en fait. Okay. Il y a des choses à comprendre. Est-ce que tu as l'outil, bon là je dois sûrement déjà devancer tout, mais est-ce que tu as l'outil, on verra peut-être après ou maintenant, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour tester le degré d'alcool? C'est le densimètre et j'en ai un, ouais. Et donc ça tu le mets à l'intérieur et ça monte Voilà, en gros, moi mes bières elles sont entre 1040 et 1050. Degrés? Non. Et donc ça veut dire quoi? Comment ça se lit mais ça correspond à peu près. Après, il y a des conversions mathématiques à faire. J'utilise un site internet pour le faire. Génial, tu as quelques références? Ouais, j'ai les références. Ouais, bon, j'essaierai de le mettre en description, mais on peut trouver ça sur internet. Donc en fait, le plus important, c'est avant d'embouteiller la bière, enfin avant de la mettre en fermenteur, de prendre la densité. C'est ce qu'on appelle la densité initiale, avant de mettre les levures, et de prendre la densité finale avant l'embouteillage et le resucrage, pour avoir le travail des levures en gros. D'accord, et ça se fait avant, parce que tu ne le testes pas une fois que tu as ouvert une bouteille c'est-à-dire que ça peut se refaire à ce moment-là, mais l'action du sucre qu'on va utiliser pour l'embouteillage, pour la carbonatation, va modifier en fait le travail pur du malt. Et tu as obtenu combien à peu près sur tes brassins quand tu as fait des tests? Moi je suis à 5-6, j'essaye, de par la quantité d'eau que j'utilise et la quantité de malt, je suis aux alentours de 5-6. Et après on va passer à la pesée du malt qu'on va concasser. D'accord. Le malt, tu le trouves direct producteur? Comment tu fais pour... Alors je l'achète sur des sites de brasseurs sur internet. Parce que j'ai pas de boutique à proximité. Et je présume qu'il y a différentes qualités de malt. Tout à fait. On peut brasser avec de l'orge, on peut brasser avec du blé, avec des flocons d'avoine aussi, selon la bière qu'on veut faire. Et donc il y a la coloration en fait qui va entrer en jeu pour la bière qu'on veut faire, quoi. On dit la coloration? Ouais, enfin la coloration c'est le terme que j'utilise, on peut le montrer sur un emballage en fait. C'est ce qu'on appelle l'EBC. Là par exemple on est sur un malt ambré. Et on est à 41-49. Alors, EBC. C'est un indice en fait. D'accord. C'est la coloration. Là par exemple sur l'autre qui est un malt. Ça c'est du bohémien. Ouais. Je vais utiliser dans la composition de ma bière. Celui-là on doit être à 10 par là. Je le vois pas marqué. Mais on doit être à 10.
et sur l'autre. Tu peux les commander en gros sachets comme ça? Je les achète par 25 kilos. Ouais. Ok. Mais après, ça peut s'acheter au kilo. Ok, juste pour avoir une idée, 25 kilos, tu penses avoir fait combien de litres au final? Comme j'utilise 8 kilos, je fais 3 brassins à peu près avec. 3 brassins, ça fait 75 litres, entre 70 et 100 litres, selon comment on gère le degré d'alcool. Donc il y a plusieurs types de levures, c'est pareil selon la bière qu'on veut faire. Là, on va utiliser une levure type belge. D'accord. Parce qu'on va faire une bière type bière de Noël, aux épices. On va utiliser donc du malt ambré, du malt pale ale et du malt bohémien. Je ne sais pas si je t'ai demandé ce que tu allais mettre dans la bière festive, justement. Non, n'hésite pas à nous. non. Donc du coup, je vais l'agrémenter d'épices. Je vais utiliser de la cannelle, du bâton de cannelle, des clous de girofle, du gingembre, de la badiane et des écorces d'orange. Ah ouais. Voilà. Comme un vin chaud, pareil. Tu as des amis qui en font aussi? Vous faites des concours de celui qui... Ouais, on fait des échanges. Mais généralement, quand il y en a un qui s'arrête de brasser, il y a l'autre qui prend le relais. Et donc, ça sert de coach. Mais bon, par contre, il faut le fournir en bière, quoi. Bah oui, non, normal, mais c'est excellent, ça. Tu vois, se réunir. En plus, tu sais, il y a un peu une cérémonie, genre, bah, tiens, goûte celle-là et tout. La confrérie des brasseurs amateurs. Ce que je sais, c'est que, en fait, des bières qui vont avoir un goût sucré, on va utiliser du lactose dedans. Parce que c'est le seul sucre, enfin, l'un des seuls sucres qui n'est pas digérable par les levures, en fait. Parce que tous les autres sucres qu'on va rajouter dedans vont se transformer en gaz carbonique. D'accord. D'où le barboteur au bout d'un moment, sinon ça explose pendant la fermentation. Non, je parle pendant l'embouteillage. Ah, pendant l'embouteillage, d'accord. Ouais, l'embouteillage, en fait. Donc, quand on va sortir la bière, au moment de l'embouteillage, quand on va sortir la bière du fermenteur, elle sera plate. Elle n'aura pas de gaz. Donc, en fait, on est obligé de resucrer pour qu'une fois embouteillée et mise sous vide, les levures vont digérer les sucres pour donner les bulles à la bière. Ce qu'on appelle, c'est le phénomène de carbonatation. Ah, mais je pensais que tout se faisait... Non, non, non. Okay. Non, non, c'est à l'embouteillage que la bière va devenir gazeuse. Ben, j'ai un ami qui m'a prêté ça, en fait, c'est tout électrique, tout automatique. D'accord. Et ben, en fait, ouais, ça me convient pas, quoi. Je préfère intervenir sur chaque étape et contrôler et rectifier s'il faut. Je vais être peut-être mauvais dans mon terme, mais c'est un peu le thermomix de la bière, non? Exactement, exactement. C'est tout automatique. Tout automatique. Et il y a juste le refroidisseur qu'il faut rajouter après. Mais pour quelqu'un qui n'aurait pas ta passion et qui veut quand même en faire, ça fait le taf? Ça fait le taf, mais ça représente un investissement un peu plus gros, quoi. C'est de l'ordre de 300-400, je crois, non? Ça dépend de la taille, en fait. C'est proportionnel à la taille, ça dépend des brassins qu'on veut faire. Là, je joue à 30 litres. Ouais, 30 litres, on va sortir 20 litres à peu près de bière avec ça. 18-20 litres. Il y a de la perte. Ben, c'est-à-dire qu'il faut quand même de la place parce qu'il y a de l'ébullition, donc sinon tout déborderait, tout... Et puis il y a aussi En fait là on ne se rend pas compte, mais là par rapport aux 24 litres, une fois qu'on va rajouter le mou, on va monter encore plus haut. Parce que ça va prendre du volume. Ok, monter plus haut. Et souvent on dit des bières de brasseur. Le brassage, il se fait à quel moment alors? Alors le brassage, c'est le processus. En fait, quand on va mettre le mou, on va être obligé de remuer, de brasser. Voilà. Tu sais pourquoi? Non, mais le brassage, c'est remuer en fait, plus ou moins. Enfin, à mon sens, après, je ne suis pas expert non plus. Oui, non, mais oui, alors je rappelle bien, parce que vaut mieux devancer certains commentaires. S'il y a des professionnels de la profession. Voilà. Là, je voulais vraiment montrer. J'ai quelques connaissances, mais je ne suis pas une encyclopédie vivante. Non, mais moi, ce qui m'a vraiment plu dans l'idée, c'est tiens, ben, il est chez lui, il a fait un petit investissement, il fait sa bière et il fait ses petits. C'est un peu l'apprenti sorcier, quoi, de la bière. C'est ça. Et donc, dans les autres bières que tu as fait, il y a eu des ratés sur les... Il y a eu des ratés, oui, parce que je n'ai pas très bien respecté les températures de fermentation, ou j'ai peut-être... il y a un brassin que je pense avoir infecté de par mon dry hopping qui n'était pas... avait des fruits, en fait, qui n'étaient pas assez désinfectés, ou qui m'ont amené des germes dans la bière. Des germes, d'accord. Ouais. Et tu le vois, ça se manifeste? Mais en fait, à la fin de la fermentation, on voit des dépôts sur le haut de la gamelle, enfin sur le haut du fermenteur, au niveau du liquide. Il y a des moisissures qui s'installent, qui ne sont pas... D'accord, c'est comme ça qu'on voit. Et puis quand on soulève le couvercle, ça peut sentir aigre, il y a des parfums aussi, ça modifie le parfum, quoi.
Et en réussite, quand on sait que c'est réussi, une bière, c'est que ça a bien fait pchit, ça a bien, je sais pas, il y a des... Alors après ça c'est une autre histoire, elle peut être très bonne mais on peut rater le resucrage, enfin rater entre parenthèses, on peut en mettre pas assez ou trop et ça va faire une bière très mousseuse, il y a des choses aussi à maîtriser là-dessus quoi. Là, on va monter à 70 degrés. 70 degrés et donc la température en fait pour libérer les enzymes c'est 68 degrés. Et on monte un peu plus parce que le fait de rajouter la masse du mou ça va faire baisser la température. Puisque l'eau est à 70 degrés. Tu mets directement les 8 kilos? Directement, ouais, parce qu'après on va le filtrer donc il n'y a pas de souci. Et après on va le brasser, on va remuer de manière à ce qu'il n'y ait pas que tout le concassage s'imbibe d'eau et transfère les sucres dans le liquide. En gros, c'est comme une tisane. Ah, c'est une belle tisane. Ouais, ouais. Et sucré, parfumé. Et alors tout à l'heure, on parlait un petit peu, je vois que tu as quand même un petit peu de matériel de cuisinier, les espèces de racks. Tu l'as eu neuf, tu l'as chiné, comment tu fais pour... Je les ai achetés neufs parce que je fais beaucoup de choses, je fais mon cochon, je fais mes canards gras, donc j'ai quand même besoin d'un minimum de matériel pratique et efficace. Alors ça c'est une cuve inox avec un double fond inox, c'est-à-dire qu'elle permet de mieux garder la chaleur et il y a une meilleure dynamique thermique qu'une gamelle qui sera beaucoup plus fine et qui va perdre la chaleur beaucoup plus rapidement. Et en fait, tu parles de brassage parce que tu touilles. Voilà, le brassage pour moi c'est remuer. Quand on brasse, c'est qu'on remue. Voilà, avec cet instrument qui s'appelle un fouquet, qu'on peut se fabriquer en bois aussi, ça fonctionne très bien, on n'est pas obligé de l'acheter. D'accord. Mais moi, quand j'ai démarré, en fait, j'ai acheté un kit complet et du coup, il faisait partie du truc. Et donc voilà, je l'ai embarqué vite. Et donc là, le fait de brasser, ça active quelque chose? Alors, c'est surtout pour que chaque grain soit imbibé d'eau et qui transfère le sucre à la masse d'eau. D'accord. Voilà. Une fois qu'on a bien remué, on va couvrir. On va reprendre la température, voir s'il faut réchauffer un peu ou pas. Tu couvres pour quelle raison? Il y a Pour pas perdre qu'il y ait de déperdition de chaleur, ouais. Donc là, on va reprendre notre température. Il faut qu'on soit à 70 degrés. Si on est en dessous, on va réchauffer un peu, mais normalement, on devrait être pas loin. Alors, On va réchauffer un poil. Donc cette étape-là, ça s'appelle l'empâtage. L'empâtage, on va laisser notre malt dans l'eau pendant 1 heure. Donc on va mettre un minuteur. Et dans 1 heure, on va filtrer. Et alors ce que tu appelles filtrer, c'est avec les espèces avec les deux sacs, ouais. Exactement. D'accord. Donc là, on prélève nos zestes. Nos zestes d'orange pour aromatiser la bière. 2 oranges, ça me paraît pas mal. Parce qu'elles sont quand même assez parfumées. Et après, je vais voir comment la cuisine, on va goûter. On verra bien. Donc là, on va passer, pendant que notre empâtage se termine, on va préparer l'étape suivante, qui va être l'ébullition. Donc on va blanchir nos chaussettes à houblon, pour qu'elles soient bactériologiquement neutres. Et on va préparer nos pesées de houblon, qui vont servir d'amérisant pour la bière, ainsi que notre chaussette avec les épices, qui vont rentrer dans l'ébullition. Donc là, on va préparer nos quantités de houblon pour l'ébullition. Donc je vais utiliser 2 houblons, je vais utiliser le citra qui a des senteurs de citron et un peu de fruits de la passion, et de l'amarillo qui est vraiment sur des notes d'agrumes type. Donc je vais faire 2 paliers d'ébullition. Donc je vais utiliser 2 fois 30 g de houblon. Donc on va mettre 15 de chaque. Ok. Et avec lesquels on va remplir nos chaussettes et qu'on mettra des étapes précises de l'ébullition. Donc là les houblons c'est des houblons que j'achète mais ça m'arrive d'en récolter aussi. Et donc pour des facilités de stockage ils sont ce qu'on appelle en pellets. C'est-à-dire ça fait comme des petits granulés. Alors attends, hop, je vais zoomer. Des petits granulés alors que normalement c'est... normalement c'est des cônes. C'est des... Ok. C'est en forme de cône. Génial, merci. Comme des pommes de pin. Donc là nos quantités sont prêtes, on attend que ça boue. On va récupérer nos chaussettes qu'on va remplir. 2 avec le houblon et 1 avec les épices.
Donc là, on va garnir nos chaussettes. Donc là, ma première pesée de houblon. Ok, donc là il y avait 32 grammes à peu près, j'ai vu. Ouais, 30 grammes. Ouais. 30 grammes. Là, le deuxième. Et le troisième, on va mettre les épices. Donc une bière de Noël, c'est aromatisé type pain d'épices. Donc on va utiliser du gingembre frais. Là, il y en a une vingtaine de grammes à peu près, que je vais concasser grossièrement comme ça. On va utiliser des clous de girofle. Tu mets combien à peu près, t'as une idée? J'en mets 6 là, et on goûtera à voir s'il faut en rajouter un peu plus. Je sais pas trop encore, on va voir. De la cannelle. Là c'est à l'appréciation. Voilà, c'est ça, ouais. Après j'ai quand même... On va mettre 2 bâtons de cannelle pour 25 litres. Et des étoiles de badiane. Ça, j'adore faire des infusions de ça. On va mettre 4. Voilà. Et là on devrait être pas mal. Génial. Maintenant on va ficeler. Et ça, tu mets comme un thé directement. Exactement, comme une infusion. Comme une infusion. Qu'on rajoutera 10 minutes avant la fin de l'ébullition. D'accord. Parce qu'en fait, il faut savoir que pendant l'ébullition, on peut faire des paliers de houblonnage. C'est-à-dire que plus le houblon va bouillir, plus il va donner d'amertume à la bière. Mais alors, quand tu dis ébullition, c'est donc là, tu es resté aux alentours de 70 degrés et voilà. Tu vas réchauffer jusqu'à combien? Alors là, déjà, on va faire le mash out, c'est-à-dire que on va stopper le développement des enzymes. Là, on va monter à 70 degrés, enfin à 75 degrés, pardon. Ouais. Pour stopper le développement des enzymes. Et après, on va filtrer tout ça, on va rincer et on fera notre infusion de houblon et d'épices. D'accord. En temps de préparation, sans compter l'embouteillage, les 3 semaines où il y a le barboteur qui est en action, là, bon, il y a 1 heure d'attente, mais toi, combien de temps ça te prend en travail perso? Alors, je dirais ça prend une bonne matinée de faire tout ça. Une bonne matinée de faire tout ça, et après, il faut compter 2 heures pour l'embouteillage à peu près. D'accord. Voilà. Donc là, on va préparer aussi nos 14 litres d'eau de rinçage qu'on va porter à 80 degrés. Donc il te faut un autre... Il faut un autre récipient. Ouais. Donc là, du coup, on va se préparer pour la filtration. Donc pour ce, j'ai fabriqué un petit accessoire qui me permet de mettre mes sacs en place sans boucher le robinet, parce que sinon ça coule pas. Donc c'est une grille perforée avec 4 boulons qui servent de pied, qui se retrouvent juste au-dessus en fait du niveau du robinet du fermenteur. D'accord, donc pour montrer aux gens, on arrive ici, juste au-dessus. Voilà. Ok. Parce que sinon, si ça tombe, ça obstrue l'évacuation et ça coule pas, quoi. Ah, bien vu, en Donc, système D. Là, on va mettre une première poche en place. La deuxième va venir par-dessus, c'est celle qui va servir à filtrer un peu l'excédent de farine du fait de mon moulin. Et donc voilà, pour pas que ça bouge, rien de mieux que les pinces à linge. Là, tu mets combien là? Alors, par rapport à ma recette, je mets 14 litres pour l'eau de rinçage que je vais monter à 80 degrés. D'accord. Parce qu'en fait, une fois qu'on aura filtré, il va rester plein de sucre collé sur les graines de malt. Et cette eau de rinçage va servir à récupérer au maximum le sucre présent. Pour avoir un bon ratio, en fait, quantité de bière, travail et degré d'alcool. Parce qu'une bière trop forte, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc... Alors on est plus sur bière de Noël, c'est vraiment pour l'axer sur le goût en général. Voilà, c'est le goût. Nous, on sera aux alentours de 5-6, quoi, pas plus. D'accord. Là, on arrive à peu près à combien de degrés? Là, t'as une idée une fois que... Du taux d'alcool? Non, degrés, La température, ouais. là, elle a dû chuter à 65 à peu près. Ok, bon, c'est pas si énorme que ça, mais c'est aussi par rapport à... C'est par rapport à la qualité de la gamelle aussi. Il y en a qui le font dans des glacières, carrément. Ah ouais. Ouais. Pour pas qu'il y ait de déperdition de chaleur. Excellent.
Donc là, tu as rallumé. Ouais. Tu remontes à 75. Je remonte à 75 pour toper l'action des enzymes. On va remettre. Ça sent un peu, tu sais, comme quand tu fais du... Comment ça s'appelle? Du porridge. Ouais. Mais le porridge, c'est le flocon d'avoine. Hein. Ouais, ça sent le porridge. À savoir que vu la hauteur du liquide, en fait, ça va être beaucoup plus chaud avec le brûleur sur le fond que sur le haut. Donc c'est pour ça que c'est important de bien remuer pour que la température s'homogénéise. Et alors, il me semble avoir vu sur des forums que c'est ce qui était reproché aux automatiques, justement. Aux automatiques, ça brassait pas assez bien, tu sais, celui derrière là que tu nous as montré. Alors maintenant, ils en font en fait avec un bras articulé. Ouais. Qui va brasser, ou alors celui-là il possède un système en fait avec une circulation, c'est-à-dire que ça remonte. Ah, ils ont rattrapé le coup alors. Ouais, voilà. Ouais. J'avais lu, quand je m'intéressais à ça, j'avais lu qu'il y avait quelques différences là-dessus. Et ça en fait c'est ce qu'on appelle les drèches, donc c'est les résidus. On peut en faire tout un tas de choses aussi, on peut en faire de la pâtisserie, on peut s'en servir pour nourrir les poules aussi parce que c'est des céréales qu'elles apprécient. Voilà, on peut en faire tout un tas de choses, quoi. Donc rien ne se perd. C'est bon là? Voilà, c'est bon, parfait. Comme ça, on va remettre notre eau de rinçage sur le brûleur et on va la monter à 80 degrés. Donc là, le mash-out est terminé, on va passer à la filtration. Donc, il existe des gamelles avec des robinets pour le faire directement. Moi, j'ai pas ça, donc je fais d'une autre manière. J'utilise une casserole et je filtre. Bien s'assurer qu'on a fermé le robinet avant, bien sûr. Ah, ça, je sens qu'il y a eu de l'expérience. Sinon, ça peut faire des dégâts. Parce qu'il faut savoir que là, on a un jus sucré, donc c'est de la colle sur le sol. C'est comme quand on renverse de la bière par terre, quoi, grosso modo. Donc là, c'est très parfumé, c'est très coloré, c'est normal parce qu'on a utilisé un malt ambré. Donc ça sortira noir à la fin, enfin marron. Ouais, comme une bière ambrée, légèrement roux. Là, en gros, comme on a mis 24 litres, que le malt en a pompé une partie, sur le premier extrait, on va sortir entre 15 et 18 litres, je pense. Sur initialement 24 litres. Sur initialement 24 litres. Ok. Parce que la céréale, c'est gorgé d'eau, quoi. C'est pour ça que tu vas le presser pour ressortir. Alors le presser non, parce que comme il y a mes farines, du coup j'évite de presser pour pas qu'il y ait trop de résidus qui passent au travers de mes sacs. D'accord. Mais on va faire un rinçage en fait. On va commencer l'étape du filtrage, donc on va faire couler comme ça. On a remis notre gamelle en dessous et on va faire couler. Donc on voit la couleur, elle est bien ambrée, quoi. Donc là j'avais oublié de mettre mes écorces d'orange, donc je les rajoute dans ma chaussette à épices. Voilà. Vendu. Là, on a perdu, on a filtré notre première eau, mais comme il reste pas mal de matière et que là, elle est très concentrée, du coup, on va faire un rinçage. Donc, comme je dis, avec 14 litres par rapport à mes proportions, ma recette. Que tu as monté à combien, rappelle-nous? À 80 degrés. Ah, ok. Donc, je sais pas si. Ouais, j'ai refermé le robinet. Ah, tu veux que je l'ouvre? Non, non, c'est bon. Au contraire, il faut le laisser fermer parce que là, on va rajouter l'eau, mais il va falloir remuer pour refaire le gâteau de drèche, pour que ça se répartisse correctement. D'accord. Je pense qu'on a un peu plus de 14 litres. Je pensais que c'était à ce moment-là que tu mettais les chaussettes de préparation. Non, non, ça va être sur l'ébullition. Ça va être l'étape suivante en fait. D'accord. Donc là, on va bien remuer pour que tous les sucres puissent se mélanger à l'eau. Tu fais ça pendant combien de temps à peu près pour avoir une idée? Là, ça va durer 3 à 5 minutes maxi. L'eau, en fait, du coup, elle a changé de couleur puisque le premier bouillon a bien coulé. Là, elle est beaucoup plus claire. Et là, le gâteau de drèche s'est reformé à la surface, donc c'est bon, on peut filtrer. Okay. Donc là, on va passer à l'ébullition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une prise de densité pour savoir à combien on est. Et plus on va le faire bouillir, plus ça va concentrer les sucres, donc plus concentrer l'alcool. D'accord. Donc selon ce qu'on veut obtenir, moi je veux pas une bière trop forte, donc on va pas la faire bouillir. Je pense que demi-heure, 3/4 d'heure, ça suffira largement. Ouais. Pour monter à combien alors?
Pour monter, pour être dans les 5-6 degrés à peu près. Et en degrés là, en chaleur, combien Ah, ben ébullition 100 degrés. Ah là, ok, on va à ébullition. Ok. Ouais, ébullition. Et donc on va rajouter nos pochettes de houblon et d'épices au fur et à mesure de l'ébullition. Pas tout en même temps parce que j'aime bien les paliers pour gérer l'amertume. Parce que plus on le met en début d'ébullition, plus ça concentre l'amertume. Donc c'est-à-dire qu'on va laisser bouillir pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on mettra la première pochette de houblon. Dans 30, la deuxième. Et à 45, on mettra les épices. Et on laissera 10 minutes reposer avant de refroidir. Et là, on va rajouter, donc pour finir le goût plein d'épices, on va rajouter à peu près 100 g de miel. 100 grammes. Du miel de printemps là que j'ai d'un ami apiculteur. Donc le pot fait 250, on va mettre un peu moins de la moitié et ce sera parfait. Donc en fait on fait des paliers différents. Donc le premier sachet, la première chaussette on l'a mis à 15 minutes, la deuxième à 30 et les épices on les a rajoutées à 40 et là on fait bouillir encore 10 minutes. Ça fait à peu près 45 minutes que ça bout donc on va pouvoir couper. Ouais. On va faire une prise de densité pour savoir, pour mesurer à peu près le taux d'alcool. Donc pour ça en fait j'ai un petit tube à essai. Ouais. Et mon densimètre. Donc là je vais chercher. Là on va pouvoir avoir une idée à peu près du taux d'alcool. Ouais, on va pouvoir donc, je suis très mauvais en calcul, donc on va utiliser un lien internet qui permet de le faire. Donc là on remplit ça, on va poser le densimètre dedans, en sachant que la température du liquide influe sur Je préviens les gens, il y a eu un peu de, il y a eu un peu de casse, ils vont se dire oh là ça a pété. Il y a eu un peu de, selon la température, donc il faut calculer ça. Donc ça c'est mon densimètre. Ouais. Voilà. Tu l'as montré tout à l'heure. Ouais. Mais je vous remontre. Et donc là on va devoir refroidir. Donc là on va refroidir parce que c'est à 100 degrés et le but du jeu c'est de la descendre à 20 degrés pour que les levures fassent leur travail. En combien de temps faut que ce soit plongé le rapidement? plus rapidement possible. 2 heures c'est bien, maxi. Donc j'ai rempli ma baignoire d'eau froide parce que j'ai pas de refroidisseur, cylindrique. Et donc dans ma baignoire je vais mettre de l'eau froide et je vais rajouter des bouteilles que j'ai remplies d'eau que j'ai mis au congélateur ce matin. Le lâche? Ouais. Ça serait bête que ça se renverse. Hein. Non, t'inquiète. Ça reste quand même. Et là toi en combien de temps ça descend? Parce que tu rajoutes... Moi il faut compter 2 heures à peu près. À peu près quand même pour refroidir aussi. Ouais. Ah ouais. Tu vois la chaleur qui se dissipe au fond là. Ah oui. T'as vu? Ah oui, je pourrais le filmer ça en plus. Ah c'est génial. Et alors là, le fait de changer, une fois que tu as terminé, si j'ai bien noté, tu mets ça dans le récipient, fermenteur. Avec le barboteur. Avec les levures. Je mélange avec les levures. Tu mets combien en levure? On va les filmer. 11 grammes pour 30 litres. À peu près. Donc il faut faire des essais, il faut savoir ce qu'on veut comme résultat pour choisir la bonne levure. Là on va utiliser une levure de type belge. Et voilà, parce qu'on n'est pas sur une IPA, on n'a pas mis assez de houblon et je ne vais pas faire de dry hopping, donc il n'y a pas d'intérêt à utiliser une levure américaine. Tu dis 11 grammes par rapport... Il reste combien à peu près en litres là Là il reste 25 litres à peu près. D'accord. 25-23 litres. Une fois qu'on l'aura filtré. Quoi. Donc voilà, là ça fait 2 heures que notre bière est dans la baignoire pour refroidir. On est à 20 degrés normalement. 19,6. Allez, 19,6. Donc là, on a la bonne température pour pouvoir ensemencer en levure. Donc pour ensemencer en levure, on va prendre la quantité de bière qu'on a prélevée pour faire notre prise de densité, que je vais mettre dans un petit bocal. Dans lequel je vais verser ma levure type belge. C'est une Seifel BE 134. D'accord. On peut utiliser de la levure boulangère par exemple? On peut le faire, après ça dépend des goûts qu'on veut obtenir dans la bière. Il faut faire des essais parce qu'il y a certaines levures qui donnent des goûts qui ne sont pas forcément agréables dans la bière, mais ça fonctionne. D'accord. Ça fonctionne. Donc, on met nos levures là-dedans. En direct de la salle de bain. C'est ça. Hop. Et là, on va bien secouer de manière à ce qu'elle commence à se dissoudre dans la bière. Une fois qu'on a fait ça, on remet dans la masse
Et là, il va falloir bien la mélanger et bien aérer. T'avais dit, alors excuse-moi, 12 grammes pour... Ouais, c'est 12 grammes pour 30 litres à peu près. D'accord. Les proportions. Donc là, maintenant que ça refroidit, on va pouvoir retirer nos chaussettes à houblon. Contenant donc le houblon et les épices. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est fait maison et tu montres à quel point on peut le faire partout. Faut avoir voilà, une baignoire ou ainsi. Tu dis que tu rajoutes des glaçons normalement pour que ça aille plus vite. Ouais, pour que ça refroidisse plus vite. Là, parce qu'on devait partir, on devait faire quelque chose, donc on a laissé 2 heures. Mais après, plus c'est fait rapidement, et moins il y a de chances que les levures sauvages ensemencent la bière. D'accord. Parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut respecter dans le sens où on a vite fait de perdre un brassin si c'est infecté, quoi. D'accord. En parlant de ça, tu as mis de l'alcool à... Donc j'ai mis de l'alcool à 90 dans mon fermenteur, de manière à, pareil, bien le désinfecter. Je vais en récupérer une partie, parce que dans mon barboteur, en fait, je mets moitié eau, moitié alcool. D'accord. Pour continuer, comme ça dure 3 semaines, en fait, si on mettait que de l'eau, l'eau pourrait croupir et donc infecter le brassin. D'accord. Donc, je le récupère comme ceci. Et après, avec un chiffon propre, voire du sopalin, on va bien tout désinfecter. Et ça, c'est primordial. C'est primordial. Hein. Oui, parce que la moindre bactérie, la moindre levure sauvage peut donner un faux goût ou faire rater le brassin carrément. On peut se retrouver sur des bières très acides, quasi imbuvables, juste à cause des levures sauvages. Donc là on est normal, vérifiez toujours qu'on a bien fermé le robinet. Et là, on va remplir. Voilà, et ça va finir de bien brasser notre levure. Il y a une montée en température après quand... Non, là c'est fini. Là il faut la conserver absolument entre 18 et 20 degrés. D'accord. Qui sont les températures idéales de fermentation des levures. 18 et 20 degrés, d'accord. Ouais. Si c'est en dessous, je présume... Si c'est en dessous, en fait, mais le travail des levures n'est pas le même parce qu'elles ont besoin des températures pour travailler. D'accord. Et si c'est au-dessus, c'est pareil, ça peut faire foirer le brassin du fait de ces températures trop élevées. Ça m'est arrivé de me retrouver avec des bières vachement acides dues à des mauvaises températures de fermentation. On met bien hermétiquement notre couvercle sur le seau. Très important. Donc là, ça peut sortir, mais rien ne peut rentrer. Alors, pour ça, il faut remplir le barboteur. Ah. Donc le barboteur, en fait, c'est un système de siphon. Ouais. Et on va remplir la première partie de liquide. Donc moi, je fais eau et alcool. D'accord. De manière à ce que l'eau ne croupisse pas, quoi. Que ça n'infecte pas de l'intérieur. D'accord. Et après, voilà, on le laisse reposer comme ça. Et normalement, à partir de demain matin, on va avoir des jolis glouglous qui vont s'échapper du barboteur. D'accord. Tu laisses toujours un peu d'air sur les deux? Toujours un peu d'air, ouais. Et on remet le couvercle aussi du barboteur. Ah, tu remets le couvercle? Ouais. Ok, ça sort pour par pas qu'il y où ait de l'air dépôt qui est... Et l'air sort par où? L'air sort par le bouchon, c'est pas hermétique. Ah, d'accord, ok, c'était voilà. pour ça. D'accord. Bonjour, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo sur la bière. On est 3 semaines plus tard, la première prise de vue. Et donc là, on va procéder à la filtration et à l'embouteillage. Donc pour ceci, j'ai mis ma bière au frigo hier soir. Ce qui va permettre de faire le cold crash, c'est-à-dire à fixer les levures dans le fond de la cuve, ainsi que les farines donc, qui sont en résidu de mon procédé. Donc, pour ceci, et on va stériliser notre durite qui va servir à faire la filtration par le haut. Donc on va mettre notre tuyau, c'est une ancienne durite de machine à laver que je me sers uniquement à cet usage-là. Et on va le stériliser pour ne pas contaminer la bière. Donc on va regarder à quoi la bière ressemble en attendant l'ébullition. Voilà. Donc on a une belle couleur ambrée et on voit les excédents de levure qui ont pu se déposer aussi sur les bordures. Donc pour ceci tout simplement on met notre durite dans la bière. Ah, tu siphonnes par l'eau. Et on aspire. D'accord. Et voilà.
On siphonne par le haut de manière à pas faire couler les résidus par le robinet, parce qu'il arrive que ça se dépose jusqu'à hauteur du robinet et du coup ça peut remplir la bière des déchets qu'on veut éliminer, quoi. Là on avait à peu près 23 litres, on va en récupérer entre une petite vingtaine à peu près. Et suite à ça, on va le faire une deuxième fois pour que notre bière soit le plus limpide possible. Donc on va la remettre au frigo un petit moment. Et pendant ce temps, on va aller nettoyer les bouteilles. Parce que les bouteilles, il faut qu'elles soient désinfectées au maximum. Donc je fais bien attention, j'observe de manière à pas aspirer le fond. Hein. Ouais. Ouais. Il vaut mieux en perdre un peu plus et qu'elles soient limpides que... Ouais, c'est plus sombre au fond. Hein. Ouais. Alors c'est le mélange de la levure et des résidus de farine qui sont dus à mon système de concassage de malt. Ouais. Par décantation, on élimine tout ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est un peu désagréable dans les bouteilles, quoi. Donc on préfère s'en passer. Et donc on voit vraiment les deux couches différentes. Là on voit plus la levure qui est en surface et la farine qui est brune, enfin légèrement foncée due au malt ambré qui s'est déposé vraiment au fond. Ferme le couvercle et je remets pour la deuxième fois au frais. Là on n'a pas besoin de remettre de barboteur parce que l'activité est terminée, donc ça pose pas de problème. Donc on va la remettre au frais, le temps d'aller laver les bouteilles. Donc là on va nettoyer les bouteilles. Donc pour ce faire je me remplis 2 bacs d'eau chaude, et que je vais remplir le premier donc avec des cristaux de soude. Donc c'est ma méthode, on peut faire aussi avec de l'oxygène actif et puis il existe des tas d'autres produits. Mais moi je fais comme ça et j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, j'en mets une bonne quantité quand même. Donc pour ceux qui sont fragiles les mains, je conseille d'utiliser des gants. Moi ça me perturbe pas trop donc je le fais pas. Et tu t'es amené donc ton sapin avec toutes tes bouteilles. Avec une partie de mes bouteilles, ouais. Et donc je vais commencer à les remplir. On va bien les brosser. Après on va les rincer. En attente de les remplir. Il faut faire ça presque au dernier moment. Et c'est mieux pour que la désinfection soit utile. Et si on les fait la veille, c'est sûr que ça aura servi à rien. Il ne faut pas que tes bouteilles se recontaminent en fait. Exactement. Donc le but du jeu c'est de les remplir. Donc j'utilise des bouteilles d'1 litre et des bouteilles d'1 demi-litre. Donc j'utilise 2 systèmes de fermeture. J'utilise les systèmes à capsule puisque j'ai une capsuleuse et j'utilise le système limonadier avec des joints à limonade que je vais montrer parce qu'il faut les stériliser aussi. Donc voilà, on est rempli à peu près à moitié. Et donc je me suis bricolé un écrouvillon un peu plus rapide que ceux qui permettraient de le faire à la main. Ah, tu es motorisé. Je suis motorisé. Bien la brosser. Et pour la vider, un petit vortex. Et on la met dans la cuve de rinçage. Pareil pour ce système-là. Donc là on va procéder à la deuxième filtration. Donc on a laissé reposer la cuve pendant à peu près 2 heures. Et cette fois-ci on va pas agir par siphonnement, on va la vider par le bas parce que la couche de levure redéposée est infime. Donc on va pouvoir se permettre d'utiliser le robinet.
Il va rester un léger dépôt au fond. Ouais, très léger, ouais. Parce que la première filtration a quand même fait son travail. Ouais, donc tu en perdras très peu là sur Oui. sur cette opération-là. Ouais. Donc là, on a nos deux types de fermetures. Donc on a les caoutchoucs de limonadier. Et on a les capsules prêtes à être refermées. Donc pour les joints de limonadier, on va les stériliser. Ouais, donc tu les portes à ébullition. Voilà, c'est ça. Et les capsules aussi? Les capsules, non. Non, normalement, elles sont un peu plus stériles. Et puis on manipule pas la zone à jointer. D'accord, Donc il n'y a pas grande nécessité. il n'y a pas besoin. Donc là, on voit qu'il nous reste 21 litres de bière finie, si je puis dire. Donc là, on va procéder au resucrage. Donc pour le resucrage, je resucre à 5 grammes au litre. Et donc on va multiplier 21 par 5, ce qui va nous faire 105 grammes. Qu'on va utiliser en sirop, c'est-à-dire qu'on va rajouter de l'eau pour dissoudre le sucre et qu'on va mélanger à la quantité de bière restante. D'accord, et on le met directement dans ce On le tonneau? met directement là-dedans et on va le brasser pour qu'il se remue un peu, enfin pour qu'il se répartisse homogènement avant de procéder au remplissage des bouteilles. Donc voilà, notre eau et notre sucre sont en ébullition, ça va faire un sirop. Donc on va rajouter. On va bien la brasser histoire que le sucre se répartisse bien dans tout le liquide. Et on va commencer à remplir nos bouteilles. Donc je mets toujours un récipient en dessous pour éviter de pourrir mon sol et d'éventuellement, en cas d'accident, pouvoir récupérer la bière qui serait tombée. Donc je remplis une première fois, mais comme ça fait beaucoup de mousse, je laisse. Toujours laisser un petit espace pour que le gaz puisse avoir un peu d'espace de mouvance. Sinon. Oui, tu remplis pas à fond. Non, il faut pas. Ça, c'est suffisamment rempli là? Oui, là c'est très bien comme ça. D'accord, donc il y a une garde d'air en fait à Ouais, prévoir. c'est ça exactement. Et donc les deux procédés de fermeture. Donc le premier pour le caoutchouc, il suffit de mettre notre caoutchouc comme ceci et de le fermer. Voilà, elle est prête. Oui. Et pour la capsuleuse, donc on la présente comme ça et avec la machine, on vient juste sertir les côtés. Voilà. Parfait. Maintenant, il faut les laisser reposer au minimum 2 semaines, voire 3 semaines, pour qu'elle exprime toute sa saveur et la mousse qu'elle va pouvoir dégager. 2-3 semaines. Ouais, 2-3 Et on peut semaines. les garder combien de temps? Alors malheureusement, j'ai jamais réussi à faire de test. T'as jamais réussi à les garder? À les garder très longtemps. Le plus que je les ai gardés, je crois que c'était 2 mois et demi, mais sans présence d'altération. T'as même pas le temps en fait de mettre l'étiquette, quoi. Tu mets pas d'étiquette? Non, puisque c'est pour ma consommation personnelle et faire plaisir à mes amis. Donc ok, 15 jours et après on peut déguster. Voilà. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Et bon courage à tous ceux qui veulent essayer. C'est une aventure, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Ouais, effectivement. Bon, ça prend un petit peu de temps. Ouais. Mais oui, ça doit être... Ça prend 2 demi-journées par mois.
Mais il n'y a pas besoin non plus d'énormément de matériel en Non, fait. on peut simplifier la chose. Après, ça demande plus de réflexion et de manutention, mais ça peut se faire avec des choses très simples. Bien. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Avec plaisir. Allez, au revoir.